Salut, c'est Shep, bienvenue dans cette nouvelle Marvel JCE TV. Aujourd'hui, je vous propose une petite vidéo hors série pour parler d'un sujet qui revient fréquemment en fait sur les réseaux sociaux notamment, c'est la protection et le rangement des cartes. Quand on joue à un jeu de cartes évolutif, on va avoir très vite une grande quantité de cartes qui vont s'accumuler et la question du rangement va se poser et la question de la protection des cartes est une question qui revient très régulièrement. Donc voilà, une petite vidéo spéciale pour parler un petit peu du rangement et de la protection des cartes lorsqu'on en a beaucoup à ranger et à protéger. Je vais commencer par parler de la protection des cartes. Alors, avant toute chose, rappelons quand même que les cartes avec lesquelles nous jouons sont un matériel de relativement bonne qualité. Ce n'est pas le top que l'on puisse trouver dans le milieu du jeu de cartes, parce que le top du jeu de cartes sont les cartes en plastique. Ici, nous sommes avec des cartes plutôt en carton. Ces cartes en plastique étant beaucoup plus chères à la production, évidemment, c'est assez rare de retrouver ces cartes en plastique en grande quantité dans un jeu. Généralement, on va les retrouver lorsqu'elles sont en quantité limitée dans un jeu. C'est plus cher à produire. Donc on comprend aisément que les fabricants, enfin que les éditeurs de jeux de cartes optent pour un modèle carton. Néanmoins, ce carton est quand même de relativement bonne qualité. Et ces cartes ne vont pas s'user si vite que cela, même protégées. Donc si vous êtes un joueur occasionnel, il n'est pas nécessaire de forcément vouloir à tout prix protéger ces cartes. Ces cartes vont avoir une bonne résistance au mélange, vont avoir une bonne résistance à l'usure, au glissement. En fait, là où les dégradations vont apparaître en premier, ça va être par les bords et par les coins, en règle générale. Parce que, en fonction de la façon dont vous mélangez, les bords et les coins peuvent être soumis à rude épreuve. Donc, les premiers signes d'usure apparaissent généralement sur les bords et sur les coins. L'usure vraiment en tant que telle, où la carte commence à blanchir, il faut vraiment jouer énormément avec pour que ce type d'usure apparaisse. Notez aussi que l'usure des cartes va aussi dépendre de vos mains. Et là, on est tous différents. Il y a des mains qui vont altérer beaucoup plus vite les cartes et d'autres beaucoup moins. Moi, par exemple, je sais que j'ai des mains qui vont altérer très vite les cartes. Donc, j'ai une tendance à la sudation des paumes, des doigts et la sueur étant acide va attaquer beaucoup plus rapidement les pigments qui sont sur la carte et ça va les dégrader. Donc très vite j'ai protégé mes cartes. Et alors les jetons en carton c'est encore pire évidemment, ils se dégradent extrêmement vite. C'est pour ça que j'ai opté très vite pour des jetons en plastique dans mes vidéos et dans mes parties au quotidien. Donc notez aussi un gros facteur de dégradation des cartes, c'est le soleil. Alors ça peut aller très vite, ça peut aller très vite. Des cartes exposées au soleil, ça peut se décolorer assez rapidement. Donc voilà, au niveau du soleil, il faut éviter. Généralement, les boîtes de jeu n'aiment pas trop être exposées au soleil. Bref, si vous êtes un joueur plus occasionnel, je pense pas qu'il y ait une nécessité absolue à protéger vos cartes, même si les puristes vous diront « des cartes non protégées, quelle horreur !» Mais évidemment, protéger ces cartes, c'est permettre qu'elles durent plus longtemps, c'est éviter que les premiers signes d'usure n'apparaissent trop rapidement. Mais ce n'est pas que ça. La protection des cartes a aussi d'autres avantages. Et je veux dire, le principal autre avantage de la protection des cartes, c'est le mélange des cartes. Il est beaucoup plus facile de mélanger des cartes protégées que des cartes non protégées. Et évidemment, tout dépend de la protection aussi que vous allez choisir. J'y reviendrai. Mais évidemment, mélanger des cartes protégées, c'est plus facile que de mélanger des cartes non protégées. Mélanger des cartes non protégées, vous avez la technique classique du battage des cartes qui n'est pas du tout un mélange aléatoire. Si vous voulez faire un mélange plus aléatoire, il va vous falloir couper, casser les séries en divisant les cartes en petits tas. Ça prend du temps. Avec des cartes protégées, généralement,
ça glisse bien et donc vous allez pouvoir beaucoup plus facilement faire un mélange qui ressemble à un mélange Vegas. Donc c'est-à-dire ce mélange où vous faites, vous pliez vos cartes, mais ça je les déconseille parce que ça abîme très très fort les cartes. Ça c'est un mélange qui se fait avec des cartes en plastique, mais avec des cartes en carton on ne va pas faire ce mélange Vegas. On va plutôt essayer de ménager ces cartes et donc on va diviser les cartes en deux tas et on va pousser un tas dans l'autre. Lorsque vous avez des cartes non protégées, non seulement ça marche pas, ça bloque, mais en plus ça abîme très très fort les coins et les bords de vos cartes. Lorsque vous avez des cartes protégées, cela rentre beaucoup plus facilement et vous pouvez randomiser beaucoup mieux vos mélanges. Donc souvent, l'argument du mélange est un argument à l'avant-plan qui pousse aussi à protéger ses cartes. Et autre argument, c'est le confort de toucher. Alors ça dépend de chacun. Certains ne supportent pas le toucher plastique des protège-cartes, mais d'autres adorent le toucher des cartes. Elles glissent mieux les unes par rapport aux autres, elles glissent mieux les unes sur les autres, elles sont plus faciles à attraper aussi des cartes protégées. On n'y pense pas toujours, mais sur une table lisse, attraper la carte en carton, c'est parfois un petit peu agaçant. Parfois ça vous pousse à les abîmer, hein, en les accrochant avec vos ongles pour les soulever si la table est trop lisse, d'où la raison pour laquelle nous jouons avec des tapis, pour pouvoir les attraper beaucoup plus facilement. Les protège-cartes peuvent permettre d'attraper aussi plus facilement les cartes lorsque vous jouez sur une surface très lisse. Bref, il y a beaucoup d'avantages à protéger ces cartes et honnêtement, je pense qu'une fois qu'on a passé le cap de la protection des cartes, on ne peut plus s'en passer, hein. C'est devenu comment ai-je pu jouer aux cartes sans protège-cartes. Alors, les protège-cartes, généralement, sur le marché, vous allez en avoir deux grandes catégories. Donc ici, le but de cette vidéo n'est pas de faire un topo du marché du protège-cartes, de voir toutes les choses possibles et imaginables qui existent. L'idée, c'est de simplement vous expliquer les bases de la protection de cartes. Donc, deux grands types de protection de cartes sur le marché, les souples et les rigides. Donc, les souples sont des protège-cartes très fins. Très très fin, très souple comme leur nom l'indique, donc très facile à tordre. Lorsque vous passez vos doigts sur ce protège-carte, vous le déformez, avec une carte dedans, vous le déformez facilement. C'est très très fin, ça ne rigidifie pas du tout la carte, donc vous avez toujours la rigidité de la carte d'origine dans votre main. C'est le mode de protection qui est le plus économe. Vous avez prix moyen constaté, 1 à 2 euros les 100 pochettes de protection, les 100 protège-cartes que l'on va appeler en anglais des sleeves, et généralement on va prendre le terme anglais dans le jargon et donc on parle aussi de sleeve lorsqu'on parle de protège-cartes. C'est plus facile, plus court de dire sleeve que protège-carte, et d'où le terme, le néologisme sleevé, hein, que vous allez souvent voir, entendre dans les réseaux sociaux ou dans le milieu du jeu. Je sleeve mes cartes. Avec quoi tu sleeves tes cartes? Évidemment, c'est un terme, voilà, c'est un néologisme, une francisation verbale du mot sleeve anglais, sleever ou protéger ses cartes. Donc, les protège-cartes souples, 1 à 2 euros la pochette de 100 protège-cartes, c'est très économique, mais évidemment ce n'est pas l'idéal. Donc certes, quand on n'a jamais protégé ses cartes et qu'on passe au protège-cartes souple, on est là, c'est génial, je peux protéger mes cartes, mais c'est super, ça glisse mieux, etc. Mais une fois que vous avez goûté à l'autre type de sleeve, c'est-à-dire les protège-cartes rigides, comme on les appelle, eh ben, les protège-cartes souples, vous n'en voulez plus, hein, parce que le protège-carte rigide, c'est encore un autre monde. Donc le protège-carte rigide est beaucoup moins souple, il va rigidifier davantage la carte, donc vous allez avoir un rendu en main plus rigide que la carte d'origine. C'est bien pour ça qu'on parle de sleeve rigide. Alors attention, ça ne veut pas dire que vos cartes deviennent dures, hein, ce n'est pas une coque en plastique, donc les cartes gardent un certain niveau de déformation, se restent déformables, mais on a un gain de rigidité. Et donc ces protège-cartes rigides sont plus épais,
vont épaissir la taille des decks, vont rendre le toucher en main beaucoup plus agréable, il y a beaucoup plus de consistance en main, cela va avoir tous les avantages des protège-cartes, à savoir le mélange facilité, le grip facilité, le glissement facilité. Les protège-cartes souples offrent aussi cela, mais attention, les protège-cartes souples ont un petit souci, c'est quand on mélange avec un protège-cartes souple, eh bien, ces protège-cartes ont tendance à très vite s'altérer, vu qu'ils sont souples, et donc les coins vont très vite s'abîmer, les bords de ces protège-cartes vont très vite s'abîmer, et donc vous allez vous retrouver avec des protège-cartes un petit peu, avec les coins un peu pliés, etc. Si vous n'êtes pas trop regardant là-dessus, ben, c'est pas un problème, mais quand on est un petit peu maniaque, comme moi, avec les cartes, eh bien, ça m'a très vite dérangé. Les protège-cartes rigides mettent beaucoup plus longtemps avant de voir ces signes d'usure apparaître. Bien évidemment, cela dépend aussi du protège-carte rigide que vous achetez. Il en existe de toutes sortes de qualités sur le marché. Comptons, allez, les moins chers que vous puissiez trouver en protège-carte rigide, vous êtes dans les paladins, où vous comptez de mémoire, c'est 3 € environ pour 55 sleeves rigides. Donc, vous voyez, c'est tout de suite un autre coût. Hein. Et vous avez une gamme comme ça, vous avez des Ultimate Guard, des Game Genic, des Ultra Pro. Hein, je vais pas favoriser une marque plutôt qu'une autre. Ici, mon but n'est pas de faire une étude de marché. Et puis, au sommet de l'échelle de qualité, mais aussi au sommet du prix, vous avez ce qu'on appelle les Dragon Shield. Donc les Dragon Shield, c'est la Rolls du protège-carte. C'est la plus grande qualité que vous puissiez trouver, du moins c'est mon avis, en protège-carte. Mais au niveau du coût, hein, vous comptez 7-8 € pour la boîte de 100. Hein, donc c'est évidemment aussi un coût plus important. Donc voilà pour ce qui est des protège-cartes souples, rigides. Alors, si vous n'avez pas envie de mettre le budget dans des protège-cartes rigides, ben, le bon compromis, c'est de sliver les cartes que vous n'allez pas sortir forcément très souvent, comme les scénarios par exemple. Vous ne sortez pas aussi souvent les cartes joueurs en souple et ne gardez les rigides que pour les cartes joueurs. Alors moi évidemment, si je dois vous conseiller, ben, je vous conseille la rigide parce que c'est beaucoup plus confortable, beaucoup plus agréable, mais évidemment c'est un budget conséquent. Alors, certains vont vont être contre les protège-cartes parce que ça glisse trop. Enfin, ils ne vont pas aimer les protège-cartes parce que ça glisse trop. Ça glisse trop, les cartes elles glissent dans tous les sens, les decks ils glissent, moi ça m'embête. Ben, en fait, il y a une solution pour ça. Si vous souhaitez sliver vos cartes mais que vous ne souhaitez pas qu'elles glissent, vous avez ce qu'on appelle les protège-cartes mat. Donc, vous avez deux catégories dans les protège-cartes en termes de rendu comme cela, enfin même deux, les lisses et les mattes. Donc, les lisses sont glissantes, bien lisses des deux côtés. Les mattes possèdent un côté bien lisse, bien clair, et un côté rugueux. Ce côté rugueux améliore encore le confort en main, mais ça c'est un goût personnel. Hein. Certaines personnes n'aiment pas le côté rugueux en main, moi j'adore. Donc je prends des mattes lorsqu'il s'agit de sliver des cartes que je vais avoir souvent dans ma main. Et je prends des lisses lorsqu'il s'agit de sliver des cartes qui vont se retrouver dans un deck de rencontre par exemple, donc je n'ai pas souvent dans ma main. Donc les protège-cartes mat, souvent beaucoup plus rugueux, vont limiter le glissement des cartes. Alors, ça rend du coup le mélange un tout petit peu moins facile qu'avec les lisses, mais ça le rend toujours tout à fait possible. J'ai pas de problème de mélange comme vous le voyez dans mes vidéos. Toutes les cartes que j'ai en main, tous mes decks joueurs sont slivés en rugueux et en mat, et vous voyez que j'arrive à mélanger sans trop de difficultés ces decks. Donc voilà un petit peu le topo. Alors évidemment, il y a aussi, on peut faire la distinction entre les protège-cartes transparents ou clear en anglais et les protège-cartes à dos opaque, hein, et donc coloré ou avec un motif dessus. Donc là, de nouveau, c'est juste une question de goût. Notez que le dos opaque a l'avantage et l'inconvénient de cacher le dos original de la carte.
Pourquoi ça c'est un inconvénient? Parce que vous ne profitez plus du design original du dos de la carte. Pourquoi c'est un avantage? Eh bien parce que lorsque vous avez des proxies par exemple, ou que vous faites imprimer quelques proxies par vous-même, ou que vous avez des cartes promo, ou que vous avez des POD, où la qualité d'impression n'est pas toujours la même que la qualité standard, eh bien vous ne voyez plus ces variations du dos des cartes qui peut survenir. Voilà, c'est une question de goût. Notez que la sleeve opaque, évidemment, a l'inconvénient qu'il faut pouvoir en avoir suffisamment avec le même motif que pour assurer sa collection complète. C'est pour ça que moi, aujourd'hui, je suis passé en transparent, alors que pour le Seigneur des Anneaux, j'étais en opaque. Donc, tous mes decks Seigneur des Anneaux, mes decks de rencontre sont slivés en opaque, œil de Sauron. Mais je ne le fais plus, même si dans Marvel Champions, vous l'avez sans doute remarqué, hein, des sleeves ont été annoncés, j'en dirai un petit mot après. Je ne le fais plus, pourquoi? Les stocks. Les stocks, vous avez, bon, quand c'est un dos noir, bon, ça vous en trouverez toujours, mais quand c'est un dos avec un motif bien particulier, il faut vous assurer que l'approvisionnement de ces dos sera suffisant pour toute votre collection. Si vous êtes un peu maniaque comme moi, les collections dépareillées, non merci. Pour le Seigneur des Anneaux, j'ai eu la chance d'acheter un énorme stock de sleeves œil de Sauron qui me permettent dès lors d'avoir tous mes decks de rencontre en sleeve œil de Sauron. Mes cartes joueurs, je suis repassé en sleeve transparente parce que les sleeves opaques, ben, j'étais exposé à ce problème de stock. Et donc, vous l'avez sans doute vu, la news que nous allons avoir pour Marvel Champions des sleeves opaques spécialement conçus pour Marvel Champions. Alors, nous allons avoir, d'après ce que j'ai vu, deux grands types de sleeves, des sleeves génériques, avec le dos, la reproduction du dos des cartes, en fait, le dos joueur, le dos rencontre, et même le dos méchant. Vous avez remarqué que les méchants avaient un dos différent. Vous n'avez peut-être même pas remarqué, parce que de toute façon, le dos des méchants, on ne le voit jamais. Donc, du coup, la sleeve dos méchant, on peut s'interroger sur sa réelle pertinence. Parce que si vous achetez des sleeves opaques, autant profiter du motif. Mais bon, ça, les sleeves dos joueur et dos rencontre, tout à fait compréhensibles. Notez que moi, je ne les achèterai probablement pas parce que je n'ai pas envie de me retrouver avec ce problème de stock. Parce que d'expérience sur tous les précédents jeux de cartes évolutifs que j'ai connus, il y a eu des sleeves spécifiques au jeu qui se sont toutes retrouvées très rapidement en rupture de stock en Europe avec aucun moyen de restocker. Et ça, même si aujourd'hui ce n'est plus FFG qui édite ces sleeves, c'est Game Genic, donc la nouvelle marque de sleeve d'Asmodée, on va dire, hein, ou en tout cas de FFG, enfin, je ne sais pas trop qui produit, mais c'est lié évidemment à la maison FFG Asmodée. C'est Game Genic. Moi je suis pas du tout, j'ai aucune garantie que dans 4 ans je pourrai encore en acheter 500 pour continuer de sleever mon jeu. En tout cas ça n'a jamais existé avant dans les autres jeux d'avoir une telle longueur sur l'approvisionnement sleeve. Donc moi je n'achèterai pas ces sleeves. Alors notez par contre, plus intéressant, donc ça c'était les sleeves génériques, pour moi les sleeves génériques je n'investirai pas dedans, il y a les sleeves spécifiques aux héros. Donc chaque héros va avoir sa propre sleeve. Jusqu'à présent ont été dévoilés la sleeve de Spider-Man, de Captain America, de Captain Marvel, il y en a 2-3 autres, de Black Panther je pense, enfin toutes les sleeves du Corset aussi et de Miss Hulk, plus Captain America. Ce sont celles que j'ai vues jusqu'à présent. J'imagine qu'il y en aura peut-être d'autres qui vont sortir. Alors là c'est pas mal. Là vous n'avez pas besoin d'avoir plein de ces paquets. Un seul suffit, surtout qu'ils ont été malins. Dans chaque paquet, vous retrouverez, je crois que c'est 50 ou 55, je crois que c'est 50 sleeves opaques avec l'effigie du héros, à l'effigie du héros, et une sleeve transparente pour la carte héros recto verso. Et là, je dois dire, bravo Game Genic, c'est très malin de nous fournir un pack de sleeves complet. Là, moi je dis, c'est intéressant, si on a envie de personnaliser, voilà, je joue Spider-Man, je joue avec les sleeves Spider-Man, hein, je joue Captain America, j'ai les sleeves Captain America.
ça a quand même un inconvénient, c'est que cela nécessite, à chaque fois que vous construisez un deck Spider-Man, de sleever, désleever les cartes qui ne sont pas de la signature de Spider-Man, donc les cartes d'aspect, avant chaque partie. Voilà. Moi, ça me dérange absolument pas. C'est ce que je fais depuis toujours avec mes decks joueurs. Mes cartes joueurs ne sont pas sleevées. Vous allez comprendre pourquoi lorsque je vais vous parler du rangement. Mes cartes joueurs ne sont pas sleevées, donc je les sleeve. À chaque fois que je fais un deck, je sors les cartes et je les sleeve. Donc, moi, ça ne me dérange pas. Moi, je suis une très bonne cible pour ces sleeves-là, pour ces paquets de sleeves-là. Et je n'exclus pas de m'offrir un paquet de sleeves par héros. Ça pourrait être sympa. Par contre, comme je vous l'ai dit, les sleeves génériques, moi, je ne crois pas en la sleeve approvisionnée pendant 4 ans. Le jeu durera au moins 4 ans, ça c'est sûr. Donc, je n'investirai pas dans les sleeves génériques. Pourtant, j'aime beaucoup ça, mais non, je suis passé en transparent. Oh, je ne suis pas sûr que je vais passer dans les sleeves à l'effigie des héros, mais peut-être que je me ferai un plaisir ou l'autre, ou ça peut être une idée cadeau, hein, voilà, Noël, tout ça, bon, voilà. Donc voilà un petit peu la situation. Donc là, je pense avoir passé en revue l'essentiel concernant les protège-cartes. Rigide, pas rigide, mat, lisse, transparente, opaque. Les dimensions des protège-cartes. Donc nos cartes mesurent 63 x 88 mm. C'est la taille standard, le poker size, hein, comme on dit, donc c'est même le magic size. Donc c'est la taille standard des cartes, fait même un tout petit peu plus que 88 mm. Et donc en longueur. Et donc les sleeves, idéalement, doivent faire 63 x 88, 63 x 89 mm pour être perfect size, pour que la carte rentre parfaitement dans la sleeve et qu'il n'y ait pas des grosses marges autour. Les sleeves proposés par Gengenix seront des 66 x 91, si je ne me trompe, 65 x 91, 66 x 91. 91, ça veut dire 3 mm de plus en longueur et 2 à 3 mm de plus en largeur. Et ça se voit. Ça se voit. Donc voilà, faut aimer. Faut aimer avoir ce dépassement autour. Moi personnellement, j'aime pas quand ça dépasse de trop. Voilà, c'est aussi quelque chose à prendre en compte lorsque vous achetez des sleeves. Regardez bien les dimensions, parce que vous allez avoir des sleeves perfect fit 63 x 88, des sleeves un petit peu plus larges et des sleeves encore plus larges jusqu'à 66 x 91. Et là, vos cartes vont un petit peu flotter dedans. Donc, il faut un petit peu être attentif à cela également. Faites aussi attention avec les sleeves souples, parce que certes, elles ne sont pas chères, mais elles ont aussi parfois tendance à ne pas être rigoureusement découpées identiquement. Ça veut donc dire que vous pouvez parfois avoir d'un paquet à l'autre un demi ou un quart de millimètre de différence. Alors, ça peut paraître ridicule, pourtant, ça fait une différence. On le sent, on mélange, on sent que le paquet n'est pas tout à fait homogène lorsque vous le tassez. Voilà, ça peut être un peu dérangeant. Dans les sleeves rigides, ce genre de problème ne se pose pas. Sauf si vous mélangez différentes marques de sleeves. Là, ça peut effectivement arriver. Donc, un gros conseil que je vous donne, si vous vous lancez dans une sleeve, essayez de garder la même marque. Et donc, prenez des marques qui ont fait leurs preuves, qui sont connues et qui vont perdurer dans le temps. Dragon Shield, Ultra Pro, Ultimate Guard, c'est bien installé sur le marché aussi. Voilà, c'est déjà quelque chose de bien. Alors les Paladins, c'est un système de distribution un peu spécial parce que ça fonctionne via Kickstarter. Chaque année, ils font une campagne. On ne sait pas s'ils vont faire des campagnes tous les ans, mais l'avantage, c'est que vous pouvez en acheter des très grandes quantités à un prix, un rapport qualité-prix juste imbattable. Voilà donc pour la problématique des sleeves. Je pourrais en discuter davantage, mais je pense que vous avez un aperçu de la question de la protection des cartes. Parlons maintenant un petit peu de rangement, et de rangement à la fois plus générique et à la fois spécifique à Marvel Champions. Les cartes dans Marvel Champions, vous en avez de deux types. Vous avez des cartes de rencontre liées au scénario et des cartes joueurs liés aux aspects d'une part et aux héros d'autre part. Ça fait donc finalement 3 catégories de cartes à ranger dans Marvel Champions. Alors,
Parlons d'abord en général, quelles sont les options de rangement qui s'offrent aux joueurs de cartes. Bien sûr, l'option de base, c'est la boîte. La boîte de rangement de cartes. Alors, vous avez, dans Marvel Champions, ils ont eu la très bonne idée de faire une boîte dans laquelle on peut ranger nos cartes. Soit en utilisant le thermoformage d'origine, qui consomme beaucoup d'espace, faut reconnaître, hein, il y a beaucoup d'espace gaspillé dans ce thermoformage d'origine, mais il a le bénéfice d'exister, et moi je l'utilise, soit via un bricolage maison, et je vois de très très jolis bricolages maison, en carton plume, il y a même des inserts en bois à mettre dans la boîte pour pouvoir ranger ses cartes, et ça c'est très très bien. Donc vous avez des tas de possibilités pour bien organiser votre rangement dans la boîte. Le rangement dans la boîte a un gros inconvénient, c'est que toutes vos cartes sont mises les unes à côté des autres, vous n'avez pas une vue d'ensemble de ces cartes. Donc pour construire un deck, ce n'est pas pratique. Vous voulez construire un deck en rangeant vos cartes comme ça, vous devez sortir toutes les cartes et commencer à les passer en vue une par une. Ou bien vous construisez votre deck sur une application, un style le CG Builder Marvel Champions, qui est en français, je vous le conseille, il n'y a pas beaucoup de gens qui vont dessus, mais je vous mettrai le lien en descriptif de la vidéo. CG Builder est un ensemble de deck builder en français pour toute une série de jeux de cartes, et donc moi je vous le conseille fortement. Pour ceux qui sont connaisseurs, ben, il y a évidemment le Marvel CDB en anglais, qui fait partie de la série des DB, hein, qui avait été lancé par Netrunner DB, puis on a eu Rings DB, on a eu Five Rings DB, enfin tous les jeux en fait depuis Netrunner ont leur version DB. Évidemment c'est un deck builder très très performant, très efficace, peut-être un petit chouïa meilleur que CG Builder en termes de fonctionnalité, mais n'est pas en français pour Marvel Champions. Donc à moins que vous ne construisiez votre deck purement virtuellement, puis après vous n'avez plus qu'à aller chercher les cartes, bon à la limite ça justifie de les mettre en tas dans la boîte, c'est un côté pas pratique du rangement comme ça en tas dans la boîte. Pour les sets de rencontres, par contre, là, bah, c'est très bien. Les sets de rencontres, vous n'avez pas besoin de builder. Ils sont là, ils sont prêts. Donc le meilleur moyen de les ranger, c'est en tas. C'est ce qui prend le moins de place. En tas dans la boîte. Mais il faut que ces sets de rencontres, on puisse aussi les sortir facilement. D'où la création, généralement, d'intercalaires. Et ça, on peut regretter que FFG ne nous ait pas prévu des intercalaires dans la boîte. Maintenant, ils n'ont jamais prévu des intercalaires dans aucun de leurs jeux. Pourquoi auraient-ils commencé maintenant? Pour Arkham, pour Horror Arkham, ils en ont prévu des intercalaires, mais dans une boîte bonus, dans une boîte de rangement bonus. Vous achetez donc ce qu'on appelle les boîtes renouveau. Vous avez quelques nouvelles cartes qui vont enrichir les scénarios, qui vont vous donner quelques nouvelles cartes joueurs. C'est surtout, le but de cette boîte est surtout d'être une boîte de rangement. Vous pouvez ranger toutes les cartes de votre cycle en cours avec des intercalaires fournis. Bon. Aura-t-on ce genre de produit avec Marvel Champions? Je pense pas, ou il l'aurait déjà annoncé, mais qui sait? Qui sait, on va peut-être voir apparaître ce genre de boîte de rangement avec intercalaire arriver dans les prochains mois. Ça marche bien avec Arkham. Ils auraient tort de se priver finalement, ils ont un truc qui marche. Donc on va bricoler ces intercalaires. Moi j'ai moi-même fait mes propres intercalaires pour Marvel Champions, comme vous pouvez le voir à l'image. Voilà, on organise sa boîte. Donc lorsque l'on range ses cartes en tas dans une boîte, il est très important de bien les organiser. Ayez des petits intercalaires, fabriquez-vous de petits intercalaires pour retrouver facilement ce que vous cherchez, à défaut d'avoir des intercalaires officiels pour l'instant. Donc ça marche très bien pour les cartes de rencontre. D'ailleurs, comme vous le voyez, moi j'ai rangé dans ma boîte Marvel Champions mes cartes, mes sets de rencontre. Donc à l'image, vous voyez tous les sets de rencontre des méchants, du corps 7, des démolisseurs et du bouffon vert. Et dans l'autre compartiment, j'y ai mis les cartes d'identité, les cartes spécifiques aux héros, donc les sets de héros, les héros et les 15 cartes qui vont avec. Vous voyez, ça rentre parfaitement dans la boîte, hein, et là j'ai les paquets jusque Doctor Strange inclus, et il y a encore de la place pour Hulk sans souci. Après cela, j'espère que la boîte de crâne rouge
nous fournira aussi un thermoformage pour pouvoir continuer à ranger. Ce serait malin. On aurait par grand cycle par saison, si vous voulez, de Marvel Champions, parce que si vous n'aviez pas remarqué, Marvel Champions est organisé en saison. Là, on a eu une première saison Avengers, hein, et puis on va avoir une deuxième saison qui vient d'être annoncée, où ce seront plutôt, si je ne me trompe, Gardiens de la Galaxie. Corrigez-moi si je me trompe, parce que moi, je vous le rappelle, en lore Marvel, je suis une clinche absolue. Donc, ce système de saison, avec une boîte dans laquelle on peut tout mettre par saison, ça peut être bien. Alors, est-ce qu'on peut tout mettre? Ben non, parce que j'ai pas tout. Comme vous le voyez, comme vous l'avez vu à l'image, il n'y a pas tout. Où sont les cartes des joueurs, les cartes d'aspect, hein? Eh bien, les cartes d'aspect, je les range à part. Je les range à part parce que ce sont les cartes avec lesquelles on build, les cartes avec lesquelles on construit les decks. Et ces cartes-là, certes, j'utilise des deck builders en ligne, mais parfois, j'aime bien aussi prendre mon classeur et regarder les cartes. Parce que je n'aime pas ce côté en tas. Quand je les range en tas, ce côté, je dois passer en revue mes cartes. J'aime bien les avoir toutes à disposition, à plat. Et donc, le classeur est un magnifique système de rangement pour cela. Les cartes sont glissées dans des pochettes, dans des classeurs, et vous avez comme ça, vous pouvez tourner comme un livre et vous voyez, les cartes sont bien visibles, bien étalées. Ça vous permet de profiter aussi du visuel des cartes et d'avoir confortablement de quoi deck builder ou de quoi se remémorer la collection. Ce que ne permettent pas les deck builders en ligne, bien souvent. Avec les deck builders en ligne, le piège qui vous guette, c'est de toujours réutiliser les mêmes cartes. Vous avez quelques valeurs sûres, vous allez oublier certaines cartes et vous allez toujours revenir avec les mêmes cartes. Vous allez fonctionner par recherche, par mots-clés et ça peut vous faire oublier certaines cartes qui pourraient très bien entrer dans une mécanique mais qui ne contiennent pas le mot-clé en question et qui ne sont pas des cartes que vous avez en mémoire. Avoir le classeur, ça permet de retrouver, relire et de « Ah oui, cette carte-là existe, etc. » Donc j'aime encore bien ouvrir mes classeurs juste pour le plaisir de regarder les cartes. Et donc, le classeur, c'est évidemment très intéressant. Alors, au niveau classeur, vous avez aussi différentes possibilités. Vous avez deux grandes possibilités. Soit la feuille de classeur que vous rangez vous-même dans un classeur à anneaux. Soit le portfolio. Le portfolio qui est donc un binder, en anglais, on voulait le terme binder. Donc, le portfolio qui est un classeur relié avec un nombre de pages fixe et non modifiable à l'intérieur. Et vous pouvez donc ranger un nombre limité de cartes à l'intérieur d'un portfolio. Aujourd'hui, les portfolios, c'est généralement 20 pages recto-verso de 9 pochettes. Faites le calcul 40 x 9, 360 cartes par portfolio. En tout cas, ceux que vous voyez à l'image sont 360 cartes par portfolio. Donc, voyons un petit peu les avantages et inconvénients de chacun. Le classeur, les feuilles de classeur. Le premier avantage des feuilles de classeur, c'est moins cher. C'est moins cher, vous achetez les 100 pochettes de feuilles de classeur à un prix équivalent plus ou moins à un portfolio. Donc, 40 pages pour un portfolio, 100 pages pour des feuilles de classeur, le calcul est vite fait. Plus intéressant. Mais évidemment, il faut rajouter le coût du classeur. Vous pouvez évidemment utiliser un classeur tout à fait générique. Vous n'êtes pas obligé d'acheter un classeur spécialisé. Vous allez dans une papeterie, vous prenez un classeur à anneaux standard et vous pouvez ranger vos feuilles de classeur dedans. Donc ça, c'est un premier avantage, le coût. Deuxième avantage des feuilles de classeur, c'est la flexibilité. Donc vous avez rempli, donc en fonction de comment vous rangez vos cartes dans votre classeur, vous voulez intercaler une nouvelle feuille de classeur entre deux, c'est facile, vous ouvrez les anneaux, vous mettez une nouvelle feuille, vous fermez les anneaux. Les portfolios ne permettent pas ce genre de choses. Donc si vous voulez faire ça avec le portfolio, vous êtes quitte à tout retirer, toutes les cartes des pochettes, et à les remettre une page plus loin pour libérer une page là où vous voulez que ça se libère. Les portfolios nécessitent donc une planification de votre rangement. Les classeurs sont plus souples. Donc a priori, tout va dans le sens des classeurs. Nuance. Les feuilles de classeurs ne sont pas recto verso.
Donc, alors, rien ne vous empêche évidemment de vous amuser à ranger recto verso, donc 3 cartes dans un sens, 3 cartes dans l'autre, hop, vous glissez dans la pochette, etc. Après, ça devient contraignant pour aller chercher des cartes, etc. Donc, les feuilles de classeur sont moins pratiques pour récupérer les cartes. Les portfolios, avec les entrées latérales, sont généralement beaucoup plus faciles à utiliser, là où les feuilles de classeur ont encore très souvent une entrée verticale, même si on voit apparaître des feuilles à entrée horizontale, mais c'est moins pratique. C'est moins fréquent. Donc, et puis ce côté qui ne sont pas forcément double recto verso, c'est généralement single-sided, donc recto simple, fait qu'on va ranger les cartes par 9 et non pas par 18 par page. Donc c'est un micro-inconvénient, mais moi ça me dérange dans le rangement en classeur. Le souci du rangement en classeur aussi, c'est la façon dont vous allez ranger votre classeur. Si vous rangez votre classeur à plat, pas de problème, c'est nickel. Mais si vous rangez votre classeur verticalement, vous allez vous exposer, et je vous montre en image, vous allez vous exposer à une altération. Parce que les feuilles de classeur, elles sont lourdes. Vous avez des cartes, les cartes c'est pas léger, les feuilles en classeur sont en plastique, elles vont se déformer, elles vont se pencher comme ceci. Et donc le coin, en bas à droite, va s'écorner, le coin de la feuille. Voire même parfois abîmer le coin de la carte qui est dedans. Donc c'est un peu embêtant. Or les classeurs, par définition, sont faits pour être classés verticalement. Mettre des classeurs horizontalement, c'est pas pratique. Donc attention, moi je trouve que ces feuilles de classeurs protègent moins bien. J'ai testé les deux, parce que vous voyez en image ma collection Arkham, qui est en classeur que j'ai fait imprimer moi-même, un classeur personnalisé à l'effigie du jeu, soit, voilà, on n'aime pas, quand on aime on ne compte pas. Voilà, je suis pas très content de cette solution classeur à cause de ce problème-là, et donc j'ai abandonné les classeurs. Arkham est le seul jeu que je vais mettre en classeur. Moi, personnellement, je préfère le portfolio, déjà pour la beauté de l'objet. L'objet, certes, des portfolios très simples, unis, qui ne sont pas forcément hyper jolis, mais vous en avez d'autres avec des beaux motifs, etc. C'est compact, ça se range très bien verticalement ou horizontalement, ça prend pas trop de place. Un classeur, ça prend généralement un peu plus de volume dû à la présence des anneaux. Voilà, certes, ça nécessite une planification plus poussée des cartes, mais j'aime bien pouvoir avoir le recto verso, l'entrée latérale, et dans les portfolios, les pages sont généralement opaques, alors que dans les feuilles de classeur, vous avez des feuilles transparentes. Alors il existe des feuilles opaques, mais c'est plus cher. Voilà. Donc voilà un petit peu la différence entre les classeurs et les portfolios. Bon, maintenant là ou l'autre, c'est une question de goût. Le portfolio revient un petit peu plus cher sur le long terme, et pour un jeu évolutif, n'est pas toujours facile à utiliser parce que il faut savoir exactement quoi faire, et puis à un moment donné, vous allez devoir réorganiser vos portfolios parce que des nouvelles cartes sont arrivées en fonction du choix que vous faites pour ranger vos cartes. Parlons-en un petit peu du choix. Les cartes joueurs, elles sont rangées comment? Elles sont rangées, comme vous le voyez, par affinité. Donc j'ai une partie du classeur qui est protection, une partie justice, une partie agressivité, une partie commandement, une partie basique. Et à l'intérieur de chaque affinité, elles sont classées par type. Alliés, soutien, amélioration, événement, ressources. Comme cela, ça me permet de retrouver facilement les cartes. Alors, à l'intérieur de chacune de ces catégories, l'ordre, c'est l'ordre de parution. Je ne fais pas encore un autre ordre style par coup, par exemple, tout simplement parce que sinon ça m'obligera à réorganiser tout le temps mes cartes dans le portfolio. Non, je ne suis pas masochiste à ce point. Ça ne me dérange pas 2-3 fois dans la vie d'un jeu de réorganiser mes portfolios. Là, pour le moment, tout Marvel Champions tient en un seul portfolio. Mais quand il y aura trop de cartes, je diviserai en 2, puis je diviserai en 4. Voilà. Mais tant que ça tient en 1, je laisse en un portfolio. Donc voilà, donc maintenant, je ne dis pas que c'est la meilleure façon de ranger, mais ça permet très facilement de retrouver les cartes, et en même temps, ça permet de construire des decks from portfolio si vous n'aimez pas faire ça sur écran via un deck builder. Voilà donc, ça c'était mes petites astuces de rangement. Je pense en avoir fait définitivement le tour. Alors je vous montre juste en bonus mon système de rangement pour le Seigneur des Anneaux, les decks de rencontre Seigneur des Anneaux, où j'ai fait des toolbox.
Donc c'est des bricolages en papier, hein, c'est du papier un petit peu plus épais, c'est de l'impression maison. J'ai téléchargé le modèle sur internet de Tubebox, vous trouvez ça très facilement, un Tubebox template dans Google et vous trouverez. Bon, après il faut un peu faire de Photoshop pour pouvoir agencer les éléments sur le template. Vous imprimez, vous découpez, vous collez, hop, vous avez votre propre boîte de rangement. Mes scénarios Seigneur des Anneaux sont prêts à l'emploi. J'ai envie de jouer à un scénario, hop, je sors la boîte et c'est parti. Tout est slivé à l'intérieur. Voilà, c'est un système de rangement que j'ai utilisé pour éviter de devoir à chaque fois trier les sets. On peut malheureusement pas faire ça sur Marvel parce que chaque méchant a ce foutu set standard et expert, pour ceux qui jouent en expert, dans tous les decks, et ça, je vais pas m'amuser à en réimprimer à chaque fois, et à la limite, ça va m'obliger à sliver opaque. Et comme je veux pas sliver opaque, vu ce que j'ai dit plus tôt dans la vidéo, eh bien, je ne pense pas que je vais passer dans ce système de Tubebox pour Marvel, sauf évidemment si les grosses boîtes d'extension style crâne rouge qui va arriver, n'ont pas cette solution de rangement. Et ça va m'embêter. Évidemment, je serai obligé de passer du rangement en boîte avec intercalaire à Tubebox. Et peut-être alors là j'envisagerais de me faire des proxys de ce set de base, de ce set expert. Et encore, même ça c'est pas suffisant parce que vous avez le set de rencontres aléatoires là. Alors évidemment je pourrais me limiter au set recommandé, mais voilà, c'est quand même dommage de se priver de ces sets de rencontres customisables pour un petit peu apporter de la variété au scénario. Même si j'en reviens un petit peu de ces sets là, mais bon, soit ce sera peut-être l'objet d'une autre vidéo. Voilà, je pense avoir passé en revue les différentes solutions de rangement que j'ai expérimentées dans ma vie de joueur de cartes. Ça fait maintenant 9 ans et demi que je joue intensivement aux cartes, donc j'ai exploré tout un tas de types de rangement. Là, je vous ai montré évidemment ce que moi j'ai choisi personnellement comme type de rangement. Donc dans Marvel Champions, c'est un petit peu différent de dans mes autres jeux. Dans le Seigneur des Anneaux, j'ai les scénarios dans des Tubebox et les cartes joueurs dans des portfolios. Je n'ai pas gardé de boîte du jeu. Dans Arkham, j'utilise les boîtes Renouveau qui sont spécialement conçues pour ça, pour ranger les campagnes les plus anciennes. Et j'ai une boîte provisoire en bois pour les cartes plus récentes. En attendant que la boîte Renouveau arrive, pour Marvel Champions, j'utilise la boîte fournie parce qu'il y a un thermoformage inclus. Voilà. Donc, à chaque jeu, sa solution de rangement. Et j'ai aussi dans Arkham, je vous l'ai montré, les classeurs. Voilà. Je pense ne rien avoir oublié au niveau des solutions de rangement. Maintenant, vous savez tout sur les différentes possibilités qui s'offrent à vous pour ranger vos cartes. Si j'en ai oublié, utilisez les commentaires pour me le rappeler et compléter les différentes solutions de rangement. N'hésitez pas à donner vos bons tuyaux également pour savoir où trouver des inserts, où trouver des belles boîtes, où trouver des sleeves, etc. Donc c'est via la communauté, moi, que j'ai découvert tout cela. Et donc c'est tout à fait normal que ça puisse se transmettre aussi aux nouveaux joueurs qui arrivent. Toute cette information concernant la protection des cartes et cette passion du jeu de cartes, parce que ça fait vraiment partie de la passion du jeu de cartes. Il y a le jeu et il y a aussi tout ce qu'il y a autour, l'enrobage du jeu et la protection des cartes et le rangement des cartes fait partie de cette passion du jeu de cartes. Merci à tous de m'avoir suivi, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si oui, mettez des petits pouces levés, ces petits hors-série si vous les appréciez. Je vois que vous les appréciez beaucoup parce que vous êtes beaucoup plus nombreux à les regarder. Montrez-le, comme ça m'encouragera à trouver d'autres sujets à aborder avec vous sur le monde du jeu de cartes en général ou sur Marvel Champions sans être forcément une partie filmée. Voilà, merci à tous et à très bientôt.